Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle info en live. Au menu de cette émission, code du travail, statut, PERS, accord de branche, accord d'entreprise. Un menu qui peut paraître indigeste, mais qui structure notre vie professionnelle. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, mais avec grand plaisir, Jacky Chorin. Jacky, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, je suis très heureux de participer à ce 4e Info Live et puis pour vous parler de la réglementation du travail à EDF, GDF et plus largement dans les industries électriques et gazières, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On dit souvent qu'il faut savoir d'où l'on vient. Jacky, est-ce que tu peux aborder dans un premier temps l'origine du particularisme des relations du travail dans les industries électriques et gazières ? Oui Serge, effectivement. Alors il faut effectivement remonter un peu dans notre histoire. L'électricité, le gaz, c'est fin du 19e, début du 20e siècle. À cette époque, des compagnies municipales, la plupart du temps, ou un certain nombre de compagnies privées se sont créées. Et très rapidement, il y a eu des conflits sociaux. Il y a eu une première grande grève à Paris avec la première coupure d'électricité en 1907. Et puis, très rapidement, des négociations ont eu lieu entre les syndicats et les patrons, négociations qui ont abouti à la création de statuts, de premiers statuts du personnel. On en a eu à la CPDE, la compagnie parisienne de distribution d'électricité. On en a eu à l'électricité de Marseille. J'ai des vieux statuts de 1920 de Marseille. Et donc, il est apparu très rapidement la nécessité pour les employeurs de doter les personnels de ces services publics de règles exorbitant du droit commun du travail, autrement dit de règles plus favorables. Et progressivement, l'idée s'est distillée selon laquelle ce serait bien que l'ensemble des compagnies d'électricité et de gaz aient un statut. Et il y a eu des débats parlementaires à la Chambre des députés à l'époque, sous la Troisième République, et au Sénat. Et ces débats se sont conclus par une loi du 28 juillet 1928. Cette loi imposait à toutes les compagnies de distribution d'électricité et de gaz de doter leur personnel d'un statut du personnel avec un certain nombre d'éléments qu'on retrouve encore aujourd'hui, des avantages en nature, des règles en matière de titularisation, des règles en matière de discipline, des règles sur l'assurance maladie, des règles sur la retraite, des règles sur les salaires. Et donc les compagnies étaient obligées de négocier ces statuts. Et ces statuts étaient annexés au cahier des charges des concessions qui étaient passées donc entre l'État et les compagnies d'électricité et de gaz. Et donc cette généralisation, c'est la base de ce qui est devenu en 1946 le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Parce que lorsque EDF et Gaz de France ont été nationalisés, ont été créés plutôt, à partir des compagnies privées, il y avait 700 compagnies privées d'électricité ou des compagnies municipales. Et à partir de cela, on a fait Électricité et Gaz de France avec un statut qu'on a appelé national des industries électriques et gazières. En réalité, on a pris le meilleur des statuts qui existaient et on en a fait un texte unique pour l'ensemble des personnels de ces nouvelles entreprises. Alors, dedans, il y avait un certain nombre de dispositions un peu baroques. Je pense par exemple à la prime de première communion qui a été supprimée il n'y a pas longtemps par l'accord droits familiaux parce qu'il y avait des compagnies qui étaient avec des patrons très cathos et donc il y avait ce dispositif. Donc en fait, on a eu une nationalisation avec une fusion de l'ensemble des statuts pour faire un statut unique. Il y avait même une clause dans ce statut qui prévoyait que s'il y avait des avantages plus favorables dans les anciens statuts, ils demeuraient pour les personnels en place. Donc en fait, il y a une continuum historique entre les statuts d'avant-guerre et le statut national qui a donné un statut commun à tous les personnels qui font de la distribution, de la production et du transport d'électricité et de gaz. On sait maintenant d'où l'on vient. Je te propose de nous faire un point sur la situation actuelle. Et peux-tu nous expliquer notamment les différentes sources de droit et leur articulation ? Oui Serge, je peux essayer d'expliquer. Vous voyez à l'écran s'afficher des schémas qui ont essayé de rendre le plus intelligible possible la situation. Et donc, on a fait deux schémas. Un schéma avant la loi du 10 février 2000, c'est-à-dire la loi qui a ouvert l'électricité à la concurrence, et puis un schéma par définition après la loi du 10 février 2000. Alors, avant la loi du 10 février 2000, comment se passait l'élaboration des règles
de travail dans les industries électriques et gazières. Eh bien, avant, on avait d'abord le statut du personnel, qui est un statut fixé par un décret du 22 juin 1946, qui a été modifié une quarantaine de fois depuis 1946. Et ce statut, donc, est fixé par l'État, il est fixé par décret. Et ce statut avait une relation avec le Code du travail assez distendue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le statut était infiniment plus favorable en 1946 que le Code du travail, qui n'a formellement existé depuis 1973. Et donc, par conséquent, il n'y avait pas de sujet pour savoir si le Code du travail était plus favorable que le statut. Ce n'était pas le cas. Donc, le statut était plus favorable et donc, c'était la source principale de droit. Mais le statut, c'est 37 articles. Et il n'a pas échappé que quand vous regardez le manuel pratique des questions de personnel, vous avez 900 perses, vous avez des notes N, des notes DP. Et donc, si les règles s'en tenaient au statut, eh ben, il y aurait plein de dispositions qui seraient supprimées. Et alors, en fait, comment ça a fonctionné? Ça a fonctionné de la façon suivante. C'est que les textes, le statut lui-même prévoyait qu'il pouvait être complété par des circulaires qui s'appelaient des circulaires dites perses. Ces circulaires, elles étaient prises après un avis de la Commission supérieure nationale du personnel. Cette CSNP existait sous cette forme-là, en tout cas, elle existait jusqu'en 2000, et cette CSNP, j'y ai siégé pendant 7 ans, elle avait pour vocation, pour objet, d'élaborer la règle de droit pour compléter et améliorer le statut. Alors, pendant très longtemps, ça marchait avec une sorte de façon tacite avec les employeurs. On pouvait être d'accord. La plupart du temps, si on n'était pas d'accord, voilà, il y avait généralement, on trouvait un consensus. Et puis, progressivement, vers la fin des années 90, on a commencé à avoir des problèmes. Il y a eu les embauches de jeunes techniciens de bac en exécution. Il y a eu un certain nombre de dispositions où là, ça devenait beaucoup plus conflictuel. Mais la règle était celle-là, c'est-à-dire que les perses étaient élaborés en CSNP, discutés en CSNP, et c'était la prolongation du statut. Et donc, il y a 900 perses, dont à peu près 6 à 700 qui sont d'application encore aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi d'autres normes qui ont existé, c'est-à-dire des circulaires N. Ces N ne passaient pas en CSNP, et il y avait aussi des notes DP pour direction du personnel, qui étaient ces notes qui précisaient telle ou telle disposition. Mais ces notes peuvent avoir des intérêts pratiques encore aujourd'hui, et elles ne passaient pas non plus en CSNP. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ensemble de ces textes, les perses, les N et les DP, c'était la base du droit qui s'applique aux entreprises publiques et privées des industries électriques et gazières. Et ça représente un volume effectivement très très important, et ces textes étaient étendus par le ministère de l'Industrie à toutes les entreprises, qu'elles soient donc EDF-GDF par définition, ou qu'elles soient des autres entreprises autres qu'EDF-GDF. Donc ça, c'était les textes tels qu'ils existaient avant la loi 2000. Mais parallèlement, à partir de 1983, il y a eu une loi dite Auroux qui a permis aux entreprises publiques à statut de négocier des accords d'entreprise pour compléter le statut. Ce qui fait qu'à partir de 1983, on a eu deux façons pour compléter le statut, soit les perses, soit les accords propres aux entreprises. Et les accords à l'époque, c'était EDF-GDF, il n'y avait qu'une direction du personnel, donc on passait un accord au sein d'EDF-GDF, et donc voilà. Et donc le premier accord, c'est en 1993. Alors je l'ai négocié, et c'est un accord qui a créé le compte épargne-temps, et qui existe encore aujourd'hui, et qui est un élément tout à fait novateur à l'époque. Après, il y a eu un accord de 1997, qui était un accord qui prévoyait l'embauche des jeunes à 32 heures obligatoire. Nous avons fait annuler cet accord parce qu'il était contraire au statut, puisque le statut ne permettait pas d'embaucher à temps réduit obligatoirement des jeunes, et nous avons obtenu gain de cause. Et puis, il y a eu l'accord de 1999, qui existe encore aujourd'hui, modulo le fait que pour les cadres, il y a eu le forfait jour. Et donc, cet accord de 1999 prévoit les 35 heures. Donc, voilà les deux manières de compléter le statut depuis avant la loi 2000.
Bien, maintenant, nous allons passer au deuxième schéma que vous avez sous les yeux, qui correspond à la situation qui est la situation existante, donc après la loi du 10 février 2000, la loi qui a ouvert l'électricité à la concurrence. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il n'y a plus de nouvelles perces, il n'y a plus de possibilité de nouvelles perces, parce que dans le système ancien, c'était des perces, je l'ai indiqué, et ces perces étaient prises par les directeurs généraux d'électricité et de gaz de France et étendues par le ministère à l'ensemble des entreprises. Sauf que dans un contexte de concurrence, il n'était plus possible aux directeurs généraux d'EDF et de Gaz de France de prendre des dispositions pour des entreprises possiblement concurrentes. Et donc c'est pour ça qu'on est passé de ce système, qui était un système en fait de monopole ou de quasi-monopole, puisqu'il reste des distributeurs dits non nationalisés, à un système dans lequel il y a possiblement des entreprises concurrentes. Alors donc ça se traduit par deux choses. Les nouvelles règles qui peuvent intervenir dans des domaines qui n'ont pas été traités par les Perses. Il peut y avoir un certain nombre de sujets nouveaux qui apparaissent. Eh bien, ces sujets, ils sont traités par des accords de branche. Ces accords sont négociés dans une commission paritaire de branche qui est devenue très récemment une commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation, la CPNNI. Et donc, c'est au sein de cette commission paritaire que s'élaborent, que se discutent, que se négocient des accords de branche. Et la particularité de notre système, c'est que ces accords de branche ne peuvent pas être moins favorables que le statut. C'est un élément tout à fait essentiel et qui donne une situation très particulière pour les entreprises électriques et gazières. Donc, premier sujet, première possibilité, on peut compléter le statut dorénavant par des accords de branche pour autant qu'ils soient plus favorables que le statut existant. Deuxième situation, que fait-on de toutes les perces, de toutes les circulaires N, de toutes les circulaires DP qui ont été étendues par le ministère et qui sont la base du socle réglementaire de la branche d'aujourd'hui? D'ailleurs, ces textes, vous les trouvez sur le site des employeurs, SGE, IEG, où vous avez tous les textes. Si un jour vous avez un problème, vous regardez, vous avez tous les textes qui sont d'application au sein des industries électriques et gazières. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces textes? Peuvent-ils évoluer? Eh bien oui, ils peuvent évoluer, mais selon des modalités assez particulières. C'est-à-dire qu'ils peuvent être remplacés eux-mêmes par des accords de branche, pour autant qu'ils soient aussi plus favorables, mais avec des modalités de négociation très particulières, parce qu'il faut que les syndicats réunissent 30% des suffrages exprimés aux élections de la branche professionnelle et qu'il n'y ait pas d'opposition de 50% des organisations syndicales qui ont eu donc 50% des voix des suffrages exprimés lors des dernières élections. Et on a eu un cas très récent sur l'accord mobilité, où FO et la CGT ont fait opposition à l'accord mobilité. Et cet accord, quand bien même il a été signé par des syndicats représentant 30% des salariés, a été frappé finalement pas de nullité, mais n'a pas pu rentrer en vigueur du fait de l'absence, du fait de cette opposition. Donc on a bien deux sujets en parallèle. On a la possibilité de faire évoluer le statut par des accords de branche et la possibilité de remplacer des perces existantes par des accords de branche, à chaque fois sous réserve qu'ils soient plus favorables. Alors, le fait de remplacer des accords, de remplacer des perces par des accords ne signifie pas pour autant que les accords sont nécessairement meilleurs. On a par exemple l'accord sur la spécificité des métiers en 2010 que nous n'avons pas signé, que nous avons estimé pas suffisamment bon, voire plutôt négatif sur un certain nombre de points. Nous avons l'accord sur les droits familiaux que nous n'avons pas signé non plus, parce que nous estimions que ça faisait perdre un certain nombre de droits aux femmes. Donc le fait qu'il y ait des accords ne signifie pas nécessairement que, voilà, que la situation... mais bon, ça implique, ce qui est évidemment un élément tout à fait important, ça implique la recherche par les employeurs d'une négociation pour essayer d'aboutir à un compromis. Alors, pour autant, il y a des questions qui sont pendantes, il y a des questions qui sont ouvertes. Il y a deux questions majeures. La question, c'est le périmètre du statut. Il y a un certain nombre d'entreprises qui échappent parce que la loi NOM a permis, des trous dans la raquette, de permettre à des entreprises, on songe à Total Direct Energy, de ne pas appliquer le statut parce que la loi
a été rédigée de telle sorte qu'elle leur permet finalement ce contournement. C'est un sujet que nous avons évidemment identifié et qui est un sujet d'importance. Et puis on a un deuxième élément, qui est une question qui est très structurante pour l'avenir, c'est qu'il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles il y a une négociation, il peut y avoir des hypothèses où la négociation n'aboutit pas, et la question se pose de savoir si les employeurs peuvent abroger une PERS unilatéralement, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent décider de faire table rase ou pas. C'est une question absolument majeure, donc nous estimons que la loi implique la recherche d'un accord, mais les employeurs estiment que, à défaut d'accord, il serait possible de supprimer purement et simplement ces textes. Donc ça, c'est un sujet pour l'avenir, qui est un sujet majeur. C'est un sujet juridique, mais c'est aussi un sujet, bien sûr, de rapport de force dans l'élaboration de la règle de droit, parce que la règle de droit, elle s'élabore à partir des revendications des salariés et à partir du poids que les salariés mettent sur la direction pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. On sait maintenant d'où l'on vient et où nous en sommes. Depuis les ordonnances Macron, les employeurs semblent décomplexés pour remettre en cause des textes réglementaires et donc le particularisme que tu viens de nous détailler. Est-ce qu'on doit s'attendre à un rapprochement vers le droit commun ? Alors, effectivement, on peut craindre, évidemment, des rapprochements avec le droit commun. On l'a eu dans des domaines qui sont de la sécurité sociale. On l'a eu avec le régime de retraite, par exemple, où les âges ont été calés progressivement sur le régime général. La durée de cotisation a été calée sur le régime général. Donc, on a des éléments, j'allais dire malheureusement, qui montre qu'il y a une sorte de volonté de nous aligner sur les règles de droit commun. Néanmoins, il y a aussi une résistance des organisations syndicales, il faut en tête, et nous avons en particulier eu à faire face en 2017. Alors, on s'en souvient peut-être plus, mais en 2017, lorsqu'il y a eu les ordonnances Macron, il y a eu une disposition qui avait été initialement prévue, qui permettait au patronat des IEG d'entamer une négociation pour essayer, pour faire court, de transformer à terme le statut en une convention collective. Bon. Et cette velléité des employeurs a été combattue par EFO, nous l'avons dénoncé, et à l'époque, avec l'appui de notre confédération, on a réussi à empêcher finalement que cette volonté des employeurs trouve une application, et donc on a fait échec à cette volonté de nous transformer en convention collective. Donc ça, c'est un élément tout à fait important, premier élément. Deuxième élément, les ordonnances Macron prévoyaient, il y a eu un débat extrêmement majeur sur les relations entre les conventions collectives, le code du travail, les accords d'entreprise. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les IEG, le statut, les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger au statut. Et si l'accord d'entreprise ou si l'accord de branche, c'est pareil pour la branche, était contraire au statut, eh bien, il serait illégal, comme nous l'avons fait pour l'accord sur les 32 heures. Donc nous avons conservé un ordre public social qui veut que ce que nous négocions est forcément plus favorable que le statut, alors que dans les autres entreprises, dans un certain nombre de cas, on peut déroger de façon moins favorable sur tel ou tel paramètre de la négociation collective. Donc ça, c'est deux éléments. On a évité que le statut devienne une convention collective, parce que convention collective, demain, on la dénonce. Alors vous me direz, le statut, l'État peut aussi supprimer le statut par décret. Sauf que là, ça devient politique. Ça devient une agression frontale. Ce serait une agression frontale contre les gaziers électriciens. Et donc, nous avons la possibilité, lorsque c'est l'État, d'avoir finalement une relation à trois entre les employeurs, l'État, les organisations syndicales. Alors que si c'est une convention collective, c'est directement l'employeur avec les organisations syndicales et la possibilité, la marge des employeurs est infiniment plus grande. Alors, ça, c'est ces deux éléments. Alors après, c'est pas non plus se voiler la face. Il y a des orientations, il y a des risques un peu nouveaux qui sont là et qu'on ne peut pas minimiser. Par exemple, il y a la volonté des employeurs de négocier au plus près des entreprises et donc de quitter la logique de branche pour aller vers les entreprises, un peu comme dans les autres branches professionnelles. On a ça sur l'accord sur les négociations sur les classifications, on a ça sur les avancements au choix, on a ça sur un certain nombre d'éléments. Donc ça sera un sujet aussi majeur de défendre le socle de la branche
pour avoir une unité de traitement entre l'ensemble des gaziers électriciens, comme c'est l'histoire nous l'a appris. Donc ça, c'est un élément, mais le risque, il est là. Et puis, on a un deuxième problème qui apparaît, que ce soit à EDF ou à Engie, c'est le fait que ces entreprises deviennent des groupes, et des groupes avec des entreprises qui appartiennent à des branches différentes. Et donc, le groupe Engie, alors là, effectivement, la place des IEG est très réduite par rapport à l'ensemble du personnel Engie, mais au sein du groupe EDF, entre l'arrivée de Dalkia, l'arrivée de Framatome, peut-être demain donc General Electric et ainsi de suite, on a de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Et donc le risque, c'est d'avoir des accords de groupe qui progressivement affaiblissent la branche. Donc on a ces deux sujets, entreprise-branche, et un autre sujet qui est groupe-branche, qui va structurer, à mon sens, les débats pour les prochaines années, sur lesquels il faudra, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, faire preuve d'une très très grande vigilance. Jackie, nous arrivons au terme de notre émission. Je tiens à te remercier une nouvelle fois d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Tu vas faire valoir tes droits à la retraite dans quelques jours. Je sais pouvoir compter sur toi, même en tant que retraité, pour participer à d'éventuelles futures émissions. Eh bien, merci beaucoup Serge. C'était un vrai plaisir de participer à ces infos live. Et puis, aussi un plaisir de partager avec vous tous ces grands moments. Et je ne doute pas que j'aurai encore un peu l'occasion, même si je suis retraité, de temps en temps de venir à la fédération et de temps en temps de collaborer si nécessité l'exige. Merci à tous. Nous espérons vous avoir éclairé sur ce sujet essentiel. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver sur Internet la thèse soutenue et publiée par Jackie Chorin qui s'intitule « Le particularisme des relations du travail dans les entreprises publiques à statut ». Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver les podcasts de nos émissions sur notre site Internet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle info en live.